Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je souhaite revenir sur un sujet qui pique, le port du couteau. Dans l'état actuel des choses, le port du couteau est interdit sans motif légitime. Donc le commun des mortels dont nous faisons partie ne doit pas porter de couteau dans la rue quand on se promène en ville ou en allant faire ses courses. Ce qui à première vue relève du bon sens car on n'a généralement pas besoin d'un couteau dans ces lieux publics. Mais par conséquent, il faut bien avoir conscience qu'en France, si on se balade avec un couteau dans une poche ou un sac, mais qu'on n'a pas une raison valable pour le justifier, on encourt alors jusqu'à 15 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. Et cette peine peut être doublée s'il s'agit de 2 personnes dans un même véhicule ou si 2 individus ensemble, munis d'un couteau, sont contrôlés. Ce qui doit s'apparenter à une association de malfaiteurs. Dans les faits, la sanction ne sera certainement pas aussi lourde si vous n'aviez pas de mauvaises intentions. Mais quoi qu'il en soit, être contrôlé en possession d'un couteau peut avoir de graves conséquences. Il faut bien garder à l'esprit aussi que dans 100% des cas, un agresseur au couteau n'a pas tenu compte de cette interdiction, et c'est même sans doute la dernière de ses préoccupations s'il a l'intention de commettre un attentat. Mais je tenais à vous rappeler la loi que nul n'est censé ignorer, car il y a certainement pas mal de gens qui ne sont pas au courant de la réglementation et qui pourraient donc se faire verbaliser et avoir des ennuis simplement par méconnaissance, même s'il est peu probable de se faire contrôler. Enfin, ça dépend de qui et où, car il y a des lieux plus propices au contrôle et certains individus qui ont des allures plus suspectes que d'autres, sans parler de contrôle au faciès. Il n'existe pas de système de détection de port du couteau en dehors de certains portiques de sécurité qui détectent les objets métalliques. Il est donc facile de se déplacer avec un couteau, objet de petite taille, et le dissimuler dans une poche ou un sac. Les autorités misent donc sur la peur des sanctions pour dissuader de porter un couteau. Avec la multiplication des attaques au couteau rapportées dans les médias, la législation risque de se durcir. Je vous avais parlé dans une précédente vidéo de l'AFD, amende forfaitaire de 500 € en cas de flagrant délit de port d'un couteau. Cette mesure a sans doute pour but d'intensifier les sanctions, là aussi pour dissuader de porter un couteau sans motif légitime. Est-ce que ce sont de bonnes mesures, efficaces et justes pour limiter les crimes ? Est-ce qu'interdire de porter un couteau va réduire automatiquement les nombres d'agressions, les meurtres et les assassinats ? Est-ce bien la bonne manière de régler le problème ou n'y aurait-il pas d'autres solutions ? C'est ce sur quoi je vais m'interroger dans cette vidéo en traitant le sujet de manière assez large, sans parti pris, bien que nous sommes ici sur une chaîne qui présente des couteaux. Ah oui, avant de lancer pleinement cette vidéo, je ne savais pas trop comment l'illustrer car il va s'agir de constats et réflexions, alors pour l'agrémenter, je vous propose un tour de France en 3D que j'ai réalisé avec Google Earth, mon application préférée, qui permet de découvrir le monde et même des coins cachés de nos montagnes. Ça m'a pris plusieurs jours de paramétrage et d'encodage, alors j'espère que vous apprécierez le voyage. Ça permet de voir la France, sa diversité, et justement de survoler notre territoire où le port du couteau est interdit sans le fameux motif légitime. Le territoire de France métropolitain représente 55 millions d'hectares. 1 hectare, c'est quoi ? C'est 1 hectare. Oui, c'est combien ? En mètres ? Bon, alors ça, j'ai jamais été doué en maths. 21,8% du territoire métropolitain est considéré comme urbain, donc 78,2% du territoire est composé de zones rurales, agricoles, c'est-à-dire des sols cultivés, des bois, des forêts, des surfaces en herbe, des landes, des maquis, des garrigues. Ces zones rurales présentent de faibles densités de population où l'usage d'un couteau est plus facile à justifier et où je pense à titre personnel qu'il devrait être tout simplement autorisé. Ce qui a amené les autorités à interdire le port du couteau sans motif légitime, c'est qu'il est considéré comme une arme, puisque avec un couteau on peut provoquer de graves blessures et ôter la vie. Bien d'autres objets sont aussi dangereux, sans pour autant être interdits de port. Mais il faut reconnaître que le couteau est depuis des siècles un outil qui permet aussi de commettre des crimes. Donc la nature dangereuse de l'outil, ainsi que les passages à l'acte, ont amené les pouvoirs publics à légiférer sur son port pour le restreindre, en supposant que ça minimiserait les risques d'agression. En fait, tout est là, c'est le point clé de la question qui se pose. Est-ce que restreindre le port du couteau va statistiquement faire baisser le nombre d'agressions ? À première vue, on pourrait dire qu'en toute logique, oui. Si peu de gens portent un couteau, il y aura moins de risques de crime. Mais est-ce bien juste d'interdire à tous de porter un couteau, en considérant d'une certaine manière que nous serions tous des criminels potentiels, en puissance, par le simple fait de porter un outil qui peut aussi devenir une arme ? Nous avons tous des points pour cogner, est-ce pour autant qu'on se distribue généreusement et gracieusement des bourre-pifs dans la rue, à la moindre occasion ou altercation ? Évidemment que non, entre gens civilisés. Le couteau reste un sujet sensible parce qu'il regroupe à lui seul les notions de liberté de s'équiper, de tradition, mais aussi hélas de menaces, de crimes dont découlent les interdictions. Tout ça se mêle de manière troublante. Par exemple, parfois quand je dis que j'ai une chaîne YouTube sur les couteaux, la première réaction de certains est de penser que je suis fasciné par les armes, alors que pas du tout. J'ai simplement toujours considéré que le couteau était l'outil le plus primaire, dans le sens de par celui que tout a commencé, le plus emblématique de l'aventure et de la vie dans la nature. C'est un bel objet, utile, pratique et culturel avant tout. Il y a une grande diversité de couteaux qui peuvent devenir des objets de collection. Si ça reste sagement dans une vitrine, ça ne posera évidemment pas de problème. Un outil devenant aussi objet de collection, c'est assez rare. On connaît peu de collectionneurs de marteaux, de tournevis ou de clés de 12. Le couteau est un outil et parfois une arme utilisée par les hommes tout au long de leur histoire, bien avant même que Brutus ne poignarde César.
Il s'agit d'un objet ancré dans les traditions et ce partout dans le monde, l'outil qui accompagne l'homme depuis ses origines. Aborder le sujet des couteaux peut rendre fébrile, notamment depuis que des attaques au couteau sont rapportées dans les médias, ce qui génère un climat de peur puisque tout le monde peut redouter de se faire planter par un trou de balle. Désolé pour le jeu de mots. Nous avons de plus en plus affaire à un journalisme d'opinion et beaucoup trop peu d'investigation. Autrement dit, des animateurs discutent et donnent leurs avis, le plus souvent en colportant des fake news, fausses nouvelles, sans être inquiétés, bien au contraire. C'est désormais la recette du succès. Je sais que pour ma part, je veille scrupuleusement à communiquer des informations fiables, sourcées, factuelles, sur lesquelles on peut s'appuyer pour réfléchir intelligemment. Il serait donc très intéressant de disposer de statistiques fiables sur les attaques au couteau pour en tirer des conclusions. J'y reviendrai lors de cette vidéo car c'est fondamental pour comprendre l'ampleur d'une menace. Les commentaires sous mes vidéos relatives à la législation sont révélateurs de certains points de vue parfois très opposés et j'ai constaté qu'une part non négligeable d'individus souhaitent porter un couteau pour éventuellement se défendre avec. Ceci est dû au sentiment d'insécurité. Cependant, je rappelle toujours que le port du couteau pour se défendre n'est pas un motif légitime, car dans ce cas, ce serait du point de vue de la loi, avoir l'intention d'en faire usage comme d'une arme. Et ça, la justice est censée le condamner. Pourtant, ce qui caractérise la légitime défense, c'est aussi la réponse proportionnée, et force est de constater que si on se fait agresser par un salopard avec un couteau, ce n'est pas à main nue qu'on pourra riposter de manière proportionnelle. Mais j'y reviendrai. Nous allons voir que concernant ce sujet du port, tout n'est pas aussi simple que certains le pensent. Depuis que j'ai créé cette chaîne YouTube sur les couteaux, je réfléchis régulièrement au sujet de la législation, non pas par plaisir, mais parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de contradictions et qu'on ne peut pas faire la promotion des couteaux sans s'interroger sur la législation qui en réglemente le port. Quand je présente des couteaux, j'incite plus ou moins directement des spectateurs à en acheter, et à force de voir qu'il y a des attentats au couteau, ça finirait presque par me faire culpabiliser de parler de ces outils et en faire la promotion. Car posséder un couteau et le sortir de chez soi n'est pas sans risque juridique. J'ai aussi une pensée pour les victimes des attaques au couteau, s'en prendre à des innocents est ce qui me dégoûte le plus dans ce monde. À la base, sur ma chaîne, je voulais simplement présenter des couteaux qui sont pour moi des outils dédiés essentiellement aux activités de plein air, et puis j'ai été obligé d'admettre que l'image des couteaux se détériorait de plus en plus. Sur les réseaux sociaux, certaines de mes publications ont été soit supprimées car jugées contraires aux règles de la communauté, car assimilées à du contenu violent ou mettant en scène une arme. C'est arrivé sur TikTok, pourtant je peux vous assurer qu'il n'y avait rien de violent et aucune incitation à commettre un acte répréhensible. J'y présente les couteaux dans le cadre d'une utilisation en tant qu'outil pour couper du bois, sculpter, trancher de la corde, couper des aliments. Je me rends aussi bien compte que sur Instagram, les contenus relatifs aux couteaux sont occultés, très peu mis en avant. Sur Facebook, j'avais essayé à 2 reprises de publier une pub pour faire connaître ma chaîne. Elle a été refusée la première fois car considérée comme contenu violent, et la seconde fois, j'ai carrément été banni de toute possibilité de contenu sponsorisé sans recours possible. Si bien que je suis dans l'impossibilité sur mes 3 comptes pro Facebook liés à mon identité, de faire la moindre pub pour mon activité professionnelle de vidéaste. Un bannissement arbitraire sans possibilité de faire appel. Il n'y a guère que sur YouTube que la censure ne s'exerce pas trop, mais pour combien de temps encore ? C'est assez préoccupant car on a l'impression de criminaliser un outil et ceux qui en parlent. Enfin du moins nous sommes pénalisés et je perçois ça comme une incompréhension, une aberration et une injustice. Et c'est surtout désastreux pour les artisans couteliers qui ont besoin de se faire connaître pour vendre leur production et donc assurer leur existence. Il y a même toujours l'épée de Damoclès sur les youtubeurs, certains se sont vus suspendre leur chaîne et devoir effectuer une réclamation. Il n'y a aucune garantie que du jour au lendemain, une chaîne ou des vidéos ne soient pas interdites, supprimées, ce qui anéantirait un énorme travail de plusieurs années. Voilà une autre raison qui fait que ce climat ambiant de censure à l'encontre des couteaux est préoccupant. Pourtant, il y a des milliards d'utilisateurs de couteaux dans le monde pour une infime proportion de criminels. La peur du couteau est donc statistiquement irrationnelle. Il y a des couteaux dans tous les foyers, et quand surviennent des disputes familiales parfois intenses, lors desquelles volent des assiettes, ce n'est pas pour autant que les couples s'entretuent à coups de couteau. La censure et les réglementations qui tendent à bannir le couteau des espaces publics semblent relever de la paranoïa, un peu comme la peur que suscitent les requins, alors qu'il s'agit d'espèces qui finalement présentent peu de risques pour l'homme. Seulement 69 morsures de requins ont été recensées en 2023 dans le monde pour seulement 10 morts. 10 morts de trop, évidemment, mais c'est infime par rapport aux centaines de millions de requins présents dans les mers du globe. Ces attaques augmentent cependant un peu du fait de la surpêche et du réchauffement des eaux qui incitent les requins à se rapprocher des côtes. Attaques qui ont principalement lieu sur la côte est des États-Unis et en Australie. À titre de comparaison, l'hippopotame est considéré comme un des animaux les plus dangereux pour l'homme, car malgré sa faible population d'environ 150 000 individus, il serait responsable de la mort de plus de 500 hommes par an. Mais il y a pire selon les données, les serpents provoquent 50 000 morts et les moustiques 1 million de morts par propagation de maladies. D'ailleurs, les autorités qui légifèrent sur le couteau devraient commencer à se préoccuper de la prolifération du moustique tigre en France, qui risque de provoquer de graves problèmes sanitaires. Les animaux sont donc parfois les premières victimes à tort de leur mauvaise image. Les Dents de la Mer est un de mes films préférés, mais il faut admettre qu'il a largement contribué à la phobie des requins.
Faut-il éliminer les requins parce qu'ils représentent une faible menace potentielle? La réponse de bon sens est non, car ils jouent un grand rôle dans les équilibres des écosystèmes, et ce sont ces écosystèmes qui permettent la diversité de la vie sur Terre, et la nôtre par la même occasion. De la même manière, on pourrait se demander s'il faut interdire les couteaux et répondre que non, car ils ont un rôle pratique. Même si je vous l'accorde, on ne peut pas comparer l'intérêt des espèces animales et celui d'un objet. On peut cependant évaluer le nombre de morts liés à des crimes perpétrés avec des couteaux pour savoir s'ils sont tellement répandus qu'une législation est alors vraiment justifiée. Mais concernant les statistiques d'attaques au couteau, elles ne sont pas fiables. Le jeune président du RN affirmait le 24 juin dernier qu'il y avait 120 attaques au couteau par jour en France. Or, cette donnée n'est pas confirmée, autrement dit, elle ne reflète pas la réalité. Je vous invite à lire les articles sur le sujet qui tentent à expliquer que le nombre d'attaques au couteau est probablement bien moins élevé que ce qu'annoncent certains politiciens et commentateurs de plateau TV. Mais jouer sur la peur fait partie de la ligne éditoriale de certains médias, ce qui favorise d'ailleurs certains mouvements politiques et même certains secteurs d'activité. Si des médias de masse affirment et répètent pendant des mois que les cambriolages explosent partout en France en montant en épingle quelques faits divers, nous allons forcément finir par ressentir le besoin d'équiper notre domicile d'alarmes, de serrures ou portes blindées et autres moyens pour limiter les risques d'intrusion et même voter pour le candidat qui annoncera faire de la lutte contre les cambriolages sa priorité. L'information est de moins en moins neutre et peut vite basculer dans la manipulation, voire le conflit d'intérêts. Les médias peuvent diaboliser des personnages ou partis politiques, ils peuvent aussi dénigrer des loisirs et même des équipements, des produits. Ce qui est le cas actuellement concernant les couteaux sur de nombreux réseaux sociaux, comme beaucoup de créateurs de contenu pourront vous le confirmer. Ceci est donc un signe des temps de censure, de décisions radicales, arbitraires et sans appel. Si on en arrive à censurer des vidéos d'un cuisinier parce qu'il coupe des carottes en rondelles, ça deviendrait vraiment pathétique, ridicule, et on n'en est pas loin. La censure est affligeante quand elle n'est pas justifiée. Une vidéo qui montre quelqu'un en train de se servir d'un couteau pour couper des aliments ou du bois ne présente aucun risque. Ma chaîne YouTube présente des couteaux pour les employer comme des outils et non des armes. Cependant, on s'est sans doute tous imaginé un jour faire usage d'un couteau comme d'une arme, car c'est tellement courant dans les films et séries que forcément ça vient à l'esprit. On finit par être conditionné du fait que le couteau est une arme. En effet, dans la plupart des fictions où il y a des scènes de violence, on a souvent des combats au couteau, car le couteau est un objet courant et les scènes de bagarre au couteau entretiennent le suspense et sont visuellement propices à des chorégraphies, si on peut employer ce terme. Sans doute que ce biberonnage, cette accoutumance aux images de combat au couteau ont un fort impact sur l'inconscient collectif. Ça donne de mauvaises idées aux délinquants et ça entretient un climat de peur vis-à-vis du couteau. Mais prenons un contre-exemple, la bonne vieille série MacGyver qui a contribué à populariser le couteau suisse Victorinox. Ça a été un énorme coup de pub mondial pour le multifonction, d'autant qu'il était visible au générique. Dans cette série, MacGyver ne se servait de son couteau de l'armée suisse que comme d'un outil. C'était un héros qui faisait preuve d'ingéniosité, utilisait ses connaissances, la petite lame de son couteau ne lui servait pas d'arme. D'ailleurs, de mémoire, MacGyver détestait les armes. MacGyver portait son couteau partout dans le monde et il avait pour ça un motif légitime, se sortir de la mouise. C'était une des très rares séries ou films où le couteau n'était pas présenté comme un danger, mais comme un moyen de bricoler pour se sortir de mauvaises situations. MacGyver était l'exception qui confirme la règle. Il ne faut pas négliger le puissant pouvoir de propagande ou disons d'influence dont sont capables non seulement les médias, mais aussi les films et séries. Certainement que montrer dans des films des couteaux servant à se préparer un abri permettrait de pacifier son image, mais ça serait probablement moins vendeur que des scènes de violence qui sont une forme de défouloir. Là, je viens de vous parler de ce qui touche aux vidéos, donc au divertissement, à la culture, à l'information. Pour ce qui est de se promener avec un couteau, c'est tout de même bien différent, on n'est pas dans le virtuel. Dans les commentaires relatifs à mes vidéos sur la législation, j'ai eu affaire à deux types de cas extrêmes et opposés avec des intervenants qui se présentaient comme juristes. L'un d'eux m'a dit que j'étais irresponsable de dire aux gens qu'ils pouvaient porter un couteau s'ils avaient un motif légitime, car quand bien même ils risquaient de finir avec un casier judiciaire à cause de ça. Un autre intervenant m'a dit que j'induisais les gens en erreur en disant que le port du couteau sans motif légitime est interdit et donc risqué. Selon lui, on pouvait tranquillement porter un canif en quasi toutes circonstances. J'ai eu le droit à des pavés de texte pour me démontrer des points de vue totalement opposés. Alors qui croire? Si j'ai réalisé ces vidéos, ce n'est en aucun cas pour induire des gens en erreur, bien au contraire. Le but est de faire prendre conscience qu'il existe une législation sur le port du couteau qui peut paraître à la fois simple et complexe et qu'un individu averti en vaut deux. On m'a aussi dit assez souvent que je ne comprenais pas la loi et qu'on pouvait porter certains types de couteaux légalement. Des intervenants ont ainsi voulu me démontrer qu'il y avait une différence entre un couteau poignard considéré comme une arme et vendu en armurerie et de simples couteaux pliants sans blocage de la lame comme à l'aïeul. Et que selon la jurisprudence, le port de couteau considéré comme traditionnel est toléré. Pour réaliser ces vidéos sur la législation, j'ai pris en compte les sources d'informations les plus récentes. Et par exemple, depuis cette jurisprudence auquel font référence certains intervenants, la loi a évolué. La législation la plus récente considère désormais qu'une arme blanche se définit par son action perforante, tranchante ou brisante et n'est due qu'à la force humaine. Je comprends bien que chacun essaie d'interpréter la législation comme ça l'arrange sur la base de connaissances ou croyances plus ou moins fondées, mais ça n'y changera rien.
Je mets d'ailleurs au défi ces individus qui pensent qu'on peut porter librement un canif, de se balader avec un simple laïeul en main sur les Champs-Élysées et de parvenir à s'expliquer s'ils ont affaire aux forces de l'ordre. Non, je plaisante, ne le faites pas, ça pourrait être considéré comme faire l'apologie du terrorisme. En fait, si vous vous baladez au milieu d'une foule avec un couteau quel qu'il soit, il y a de fortes probabilités que vous soyez exposé à de graves problèmes. Car pourquoi se balader au milieu des gens avec un couteau, si ce n'est pour menacer ou tenter de blesser, voire tuer? C'est l'interprétation la plus probable qui sera faite dans une telle situation. Le port du couteau sans motif légitime peut donc vous attirer des ennuis, comme en attestent certains témoignages dans les commentaires des précédentes vidéos, et probablement comme il y en aura sous celle-là. Enfin, pour ceux qui croient qu'il est tout bonnement interdit de porter un couteau, vous vous privez sans doute du moment sympa lors de randonnées de faire un bon casse-croûte en pleine nature et de trancher un pain moelleux, un bon frometon ou un sauciflard et de tartiner un pâté. J'ai aussi eu dans les commentaires la comparaison avec la consommation d'alcool. Il est interdit dans certaines communes de consommer de l'alcool sur la voie publique et lors de certains événements par arrêté préfectoral. Mais ce n'est pas partout le cas. Dans la plupart des lieux, on peut boire de l'alcool de manière légale. Ce qui est répréhensible, c'est l'ivresse sur la voie publique. Si vous voyez où je veux en venir en comparaison avec le couteau, on peut consommer de l'alcool en dehors de chez soi, du moment que l'on ne devient pas ivre et qu'on ne conduit pas. On pourrait donc considérer avoir le droit de porter un couteau tant qu'on n'en fait pas mauvais usage en dehors de chez soi. Ce qui devrait être sanctionné, c'est l'acte de conduire en état d'ébriété, ce qui se mesure avec un éthylomètre pour le prouver, l'acte de menacer avec un couteau ou de le brandir sans raison. Je trouve bien regrettable de courir le risque d'avoir affaire à la justice pour le simple fait d'avoir un couteau en poche, alors qu'on n'a aucune intention d'en faire mauvais usage. Ce type de suspicion de l'État à l'égard du citoyen m'inquiète. Pour rappel, il y a eu des arrêtés préfectoraux pour interdire des casserolades, lors de l'impopulaire réforme des retraites. Même si on peut comprendre que les politiciens soient réfractaires aux casseroles, étant donné que la plupart d'entre eux en ont déjà de trop grandes collections, plaisanteries mises à part, si de simples casseroles représentent une menace, alors imaginez bien la terreur que peuvent susciter d'honnêtes citoyens avec un couteau en poche. Il semblerait d'ailleurs que la plupart des crimes et meurtres commis avec des armes blanches le sont avec des couteaux de cuisine en libre accès dans les supermarchés, à côté des casseroles et des poêles. D'ailleurs, en parlant de poêles, connaissez-vous les PFAS, plus communément appelés polluants éternels, et leurs conséquences sur l'environnement et la santé? Les poêles à base de PFAS font peut-être plus de morts par an que tous les crimes perpétrés avec un couteau. Mais c'est beaucoup plus discret car c'est dû à une intoxication qui provoque diverses maladies, dont l'origine est compliquée à établir, alors ça passe sous les radars. Et puis, un industriel qui commercialise un produit nocif pour la santé ne commet pas un crime direct, tout est affaire de dose. Est-ce qu'un couteau de cuisine est un couteau poignard, une arme de catégorie D en libre accès? En théorie non, un couteau de cuisine est conçu pour faire de la cuisine, pas pour combattre autre chose qu'un gigot récalcitrant ou une tarte aux pommes. Mais on voit bien que toutes ces distinctions que souhaitent faire certains pour ranger les couteaux dans diverses catégories ne tiennent pas la route d'un point de vue dangerosité. Sur les sites internet de vente de couteaux, n'importe qui peut commander un grand couteau de cuisine, un couteau de survie ou un couteau militaire tactique. Et en pratique, un couteau de cuisine à 30 € permet de tuer aussi bien qu'un couteau militaire à 300 €, sans doute même mieux car il est plus tranchant. D'autre part, désormais, la très grande majorité des couteaux de poche vendus ne sont pas des canifs à cran forcé mais des pliants dont la lame est bloquée, ce qui est avant tout gage de sécurité pour l'utilisateur. On me martèle aussi parfois que je confonds le port et le transport. Je ne le confonds pas, par contre je considère que la plupart des possesseurs d'un couteau le portent sur eux et ne veulent pas sortir avec une mallette cadenassée uniquement pour faire une balade en transportant leur couteau. Par définition, un couteau de poche se range dans une poche, pas dans un coffre-fort ambulant. Ce serait insensé. Et pourquoi pas se mettre soi-même des menottes pour prouver qu'on est inoffensif tant qu'on y est, si on doit sortir avec un couteau. D'ailleurs, qui transporte ses couteaux dans une mallette cadenassée à part un professionnel comme un cuisinier? Même moi qui me balade souvent avec plusieurs couteaux pour les filmer en extérieur, je les place simplement dans un sac à dos car c'est pratique, j'ai besoin de régulièrement y avoir accès et je ne vais pas me contraindre à cadenasser mon sac pour faire bonne figure. La loi sur les couteaux est rédigée en quelques lignes, il n'y a pas de liste exhaustive qui énumère les motifs légitimes à porter un couteau. Pourquoi cette législation est évasive, imprécise? C'est simplement pour pouvoir se permettre de juger au cas par cas en fonction du contexte. Pour faire simple, tu n'as pas le droit de porter un couteau, sauf si on considère que tu en avais bien le droit. En gros, il sera facile pour les autorités de sanctionner un porteur de couteau si elles le souhaitent. Il leur suffira de considérer que le motif n'est pas assez légitime de leur point de vue. Il est donc difficile de se défendre, de prouver sa bonne foi, que l'on n'avait pas de mauvaises intentions. Si on porte un couteau, on peut être d'emblée un suspect. C'est de mon point de vue les limites de cette conception du droit qui dépend de l'interprétation des individus qui ont la responsabilité de le faire appliquer. Les règles ne sont pas clairement établies. Dans certains cas, les forces de l'ordre ou le juge estimeront que le motif était légitime, mais peut-être pas. La décision est soumise à leur perception des choses et non pas à une mesure scientifique comme un radar qui permet de mesurer une vitesse excessive et potentiellement dangereuse. Ces derniers temps, les attaques au couteau se multiplient, surtout celles à mobile terroriste. Le mode opératoire se répète, un individu muni d'un couteau va frapper des victimes soit ciblées à l'avance, soit de manière aléatoire. J'ai vu le vendredi 31 mai la vidéo diffusée sur X Twitter de l'attaque au couteau à Mannheim en Allemagne, qui a fait 6 blessés dont l'assaillant atteint par balle par la police.
En voyant la vidéo, je pensais qu'il avait été abattu. C'est finalement assez incroyable qu'il n'y ait pas eu de mort en voyant la sauvagerie de cette agression avec une réelle intention de porter des coups mortels. Il y a eu encore récemment en Allemagne l'attaque au couteau à Solingen le 23 août faisant 3 morts. Ironie du sort, Solingen est la capitale du couteau outre-Rhin et ce depuis le Moyen-Âge. Je ne parlerai pas ici de l'aspect idéologique et fanatique de ces attaques terroristes. On sait depuis de nombreuses années que la menace terroriste islamiste existe et que les passages à l'acte se multiplient. Plusieurs pays d'Europe sont confrontés à ce problème et pour le résoudre, il faut soit réussir à identifier les terroristes avant qu'ils ne passent à l'acte, ce qui est très compliqué car on ne peut pas accuser sans preuve avant que le crime ne soit commis, soit à défaut de pouvoir anticiper, il faut pouvoir agir très rapidement pour neutraliser ces individus. Pour cela, on ne peut compter que sur les forces de l'ordre et les réactions des citoyens. Mais si les citoyens sont partout, ce n'est pas forcément le cas de la police. Dans la plupart des cas, ces attentats ne sont pas filmés ou alors les images ne sont pas rendues publiques. À Mannheim, tout est allé très vite. En quelques secondes, l'agresseur se jette sur ses victimes et porte un maximum de coups. Les victimes sont sans défense, tentent de se protéger et encaissent les coups. Il y a beaucoup de confusion et d'effusion. Un policier neutralise d'abord par erreur une victime et en même temps se fait poignarder à plusieurs reprises dans le dos par le terroriste. Cette erreur aurait pu lui être fatale. L'arme est manifestement un grand couteau de cuisine comme souvent, ceux-là même que tout le monde possède et en libre accès en supermarché. Dans ce cas, par chance, il y avait d'autres agents des forces de l'ordre à quelques dizaines de mètres et ils ont pu neutraliser le terroriste par tir d'arme à feu. Mais on imagine assez facilement que l'enragé aurait pu faire plus de victimes, car face à un couteau, si on est sans défense et sans parvenir à prendre la fuite, on ne peut que subir avec d'énormes difficultés pour parer les coups et on ne peut pas riposter. Quand on voit ça, on peut se demander si autoriser le port du couteau aggraverait la situation ou permettrait au contraire aux citoyens de se défendre ou au moins tenir à distance un agresseur. Une question simple, mais une réponse qui promet d'être compliquée. Il faut bien prendre conscience que si des citoyens sont agressés au couteau par un déséquilibré, c'est ce qu'ils ont de plus précieux qui est menacé, leur vie ou celle d'un proche. Se retrouver sans défense face à une telle menace, c'est quelque part être livré en pâture. Par rapport à ce que je viens d'énoncer, mon avis sur le sujet évolue. Plus j'y réfléchis, plus je considère qu'il n'est pas cohérent et juste d'interdire le port d'un outil dont probablement plus de 99,9% des individus vont faire un usage tout à fait normal, non répréhensible. Je pars en effet du principe que la très grande majorité des citoyens qui acquièrent un couteau n'ont pas l'intention d'en faire un usage agressif. Par contre, le délinquant va lui acquérir un couteau pour menacer, voire pire. Le délinquant, malgré les interdictions, portera un couteau. Est-ce donc judicieux d'interdire de porter un couteau si finalement celui qui aura l'intention de commettre un crime avec ne se privera pas de s'en munir ? Partant de ce constat, je me dis qu'il vaut mieux des citoyens honnêtes avec un couteau en poche qui pourra éventuellement servir à tenir à distance un agresseur, plutôt que des proies sans défense face à un prédateur. Je rappelle les principales conditions à la légitime défense. La défense doit se faire pour soi ou pour une autre personne, la défense doit être immédiate, la défense doit être nécessaire à sa protection, c'est-à-dire que la seule solution est la riposte. La défense doit être proportionnelle, c'est-à-dire égale à la gravité de l'attaque. Donc si on se fait attaquer par un type avec un couteau, si on ne possède pas soi-même un couteau, on ne peut pas engager une réponse proportionnelle, on ne pourra que subir. Si on parle de couteau, on peut aussi se poser la question pour le port des armes à feu. Aux USA, c'est un droit constitutionnel, mais il est plus ou moins encadré selon certains États. Il y avait 393 millions d'armes à feu pour 325 millions d'habitants américains en 2017. Les États-Unis sont loin en tête du classement mondial. Cette possession massive d'armes, parfois de guerre, conduit régulièrement à des tueries de masse dans certains collèges, ce qui remet à ces occasions en question ce second amendement dans les débats. D'ailleurs, Trump est soutenu par le lobby des armes à feu, le NRA, un sujet auquel il sera plus que jamais sensibilisé depuis qu'il a miraculeusement échappé à la mort par arme à feu lors d'un de ses meetings, contrairement à JFK lors de sa parade à Dallas en 1963. En France, des armes à feu circulent de manière illégale dans certaines banlieues, il y a d'ailleurs des tueries et règlements de compte qui font des victimes innocentes collatérales. Le sujet des armes à feu est très sérieux et c'est un autre problème, un autre débat. En fait, on peut faire une grande distinction entre un couteau et une arme à feu. Cette dernière n'est en aucun cas considérée comme un outil, elle est à la base conçue pour chasser, tuer des animaux, ou pour la guerre qui consiste à tuer des humains considérés comme étant des ennemis, pour faire simple, et éventuellement pour certaines compétitions de tir sportif. L'arme à feu est aussi un moyen de dissuasion, mais elle peut permettre de faire un carnage, alors qu'avec un couteau c'est tout de même beaucoup plus compliqué. Sous la menace d'un couteau, les cibles ont le temps de s'éloigner. Le couteau est un outil tranchant et perforant, mais beaucoup d'autres outils ou de simples coups de poing peuvent aussi blesser et tuer. Inutile de vous rappeler la mort d'une actrice sous les coups de son compagnon chanteur. S'il y a beaucoup d'altercations entre individus, notamment dans les endroits densément peuplés, et particulièrement entre automobilistes, ce n'est pas pour autant que les gens en viennent aux mains ou à se foncer dessus en voiture. Il y a des cas, mais ce sont de très rares exceptions. En cas d'altercation, d'agression, c'est notre réaction comportementale qui entre en jeu. On retrouve en quelque sorte notre instinct animal, avec certains réflexes, instincts de survie, de conservation, de défense. Nous ne sommes plus habitués à ça dans notre société policée, protectrice, où les mœurs se sont adoucies. Alors quand survient une agression, et pire une menace de mort imminente, tout est chamboulé.
On peut donc estimer que pour comprendre ce qu'il se passe entre humains lors d'une agression qui met notre vie en jeu, on peut regarder comment se comportent les animaux, car en fait on se retrouve dans la situation d'une proie. Dans de nombreux documentaires animaliers, on peut constater assez souvent que le troupeau de proies qui se rebelle parvient à intimider et à mettre en déroute le prédateur. L'union fait la force, ou parfois c'est simplement la vaillance d'une mère pour sauver son petit. Il pourrait en être de même chez les humains. Imaginons lors d'un événement qu'un terroriste se mette à attaquer des personnes au couteau. Si parmi le public des dizaines de citoyens s'interposent en étant munis de couteaux, ça peut devenir très dissuasif pour l'agresseur. L'avantage produit par le nombre de personnes en mesure de se défendre est non négligeable dans pareille situation, du moins en théorie. On constate également que lors d'un affrontement entre deux individus d'une même espèce, deux mâles en concurrence pour une femelle par exemple, il y a beaucoup de postures d'intimidation pour minimiser le passage à l'acte, l'imposante ramure du cerf notamment qui diffère selon les mâles. Le couteau peut donc être non pas utilisé comme arme mais plutôt comme moyen de dissuasion. La nuance sémantique est importante. Un missile nucléaire est considéré comme arme de dissuasion et non d'attaque, car on sait que si on l'utilise, il va y avoir des centaines de milliers voire millions de morts et en principe automatiquement une riposte qui entraînera une réaction en chaîne provoquant l'apocalypse. Pour en revenir au règne animal, beaucoup d'animaux pour se défendre d'un prédateur ont des piquants, des épines, du hérisson à l'oursin en passant par des animaux dont la peau est urticante, c'est d'ailleurs même le cas avec certains végétaux, qui s'y frottent s'y piquent. Le stratagème défensif, dissuasif, consiste ainsi à tenir l'agresseur à distance. Les piquants ne vont pas intentionnellement sur un agresseur, mais si ce dernier s'approche de trop, il se pique. Le couteau pourrait donc jouer ce rôle sans pour autant être utilisé comme une arme. C'est aussi un peu le principe du fil barbelé. La différence reste malgré tout qu'un couteau peut permettre de tuer alors qu'un hérisson ne pourra pas terrasser son prédateur avec ses épines. Encore que, il y a des animaux avec des organes défensifs, comme des dards, qui injectent du venin qui parviennent à empoisonner voire tuer leur prédateur. En fait, je pars du principe qu'on ne devrait pas pénaliser probablement plus de 99% d'une population pour une infime proportion de voyous. Si on se met à lister tous les objets qui peuvent représenter un danger, qui peuvent être des armes par destination, on finira par interdire le port d'un bout de ficelle qui peut permettre d'étrangler, la présence de cailloux sur les sentiers, aux abords des champs, sur les berges des rivières, car un coup de caillou de 1 kg sur la tronche peut être fatal. À vouloir interdire tout ce qui présente un danger, on n'en finirait pas et on vivrait dans une société où chaque citoyen est perçu comme une menace. Est-ce vraiment supportable ? La sécurité s'obtient de fait par le sacrifice de certaines libertés, ou en fixant des limites, des normes, mais faut-il en abuser ? J'avais donné l'exemple des drones de loisirs dans une précédente vidéo. En une dizaine d'années, ce marché a explosé, ce qui a suscité ainsi une forme de paranoïa des autorités. Mais finalement, malgré des utilisateurs de plus en plus nombreux, il n'y a pas eu de gros incidents ou d'accidents, si bien que la réglementation pourrait désormais avoir tendance à s'assouplir. Si j'aime prendre l'exemple de la réglementation de drone par rapport au couteau, c'est que j'y retrouve de bons éléments de comparaison. Par exemple, l'utilisation d'un drone en zone peu peuplée, comme à la campagne, est plus permissive, moins contraignante. Il devrait en être de même avec les couteaux. La réglementation sur les drones est claire, on sait où on peut voler, à quelle altitude, etc. Il existe une carte de France sur Géoportail qui présente ces zones. Au moins l'utilisateur sait à quoi s'en tenir. Avec les couteaux c'est flou, car tout repose sur le motif légitime, sans qu'il y ait de liste de ce que sont ces motifs légitimes. Par exemple, il devrait être clairement indiqué sur les sites gouvernementaux que le port du couteau est autorisé dans le cadre de randonnées, lors de balades en forêt, à la pêche, à la chasse, ce qui va de soi puisque le fusil est une arme répertoriée dans une catégorie de dangerosité supérieure. Plutôt que d'interdire à l'excès, je pense qu'il faut au contraire refaire confiance à la collectivité, au bon sens commun. L'humain en principe est voué à s'entraider, à porter assistance à celui qui en a besoin. Lors de catastrophes naturelles, il y a beaucoup d'entraide. Certes, il y a également des pillages, mais globalement l'humain sait qu'il est un animal social, qui depuis toujours s'est regroupé en tribus, en communautés, pour vivre mieux ensemble et se protéger mutuellement. C'est à mon sens ce qu'il faut retrouver. Lors d'une agression dans le métro, souvent personne ne réagit pour venir en aide à une victime, probablement par peur de recevoir un mauvais coup, et qui plus est un mauvais coup de couteau, car on sait que les voyous sont souvent armés. Mais si on savait que l'écrasante majorité des citoyens est aussi en mesure de se défendre, en apportant éventuellement une réponse proportionnelle, est-ce que ça ne changerait pas la donne ? L'individualisme ne permet pas de survivre à long terme. Alors pourquoi laisser au seul délinquant le port illégal du couteau et l'interdire à l'ensemble de la communauté qui en ferait bon usage ? Parce qu'on a peur que de plus en plus de gens se mettent à planter n'importe qui pour n'importe quelle raison. Mais je ne pense pas que ça se produirait. Quand j'avais 10-12 ans, j'allais à la pêche sur les berges d'un étang avec mon opinel, nous étions plusieurs pré-ados et ados à posséder un couteau. On s'en servait pour couper nos appâts, à l'époque pour pêcher la carpe, un des meilleurs appâts était la pomme de terre. Et on passait parfois le temps en sculptant un bout de bois en attendant les touches. On se distrayait un peu comme dans les pubs Erta, on n'avait pas de smartphone pour scroller du matin au soir. De temps en temps on déconnait un peu en tentant de lancer nos couteaux pour les planter dans du bois ou simplement dans la terre, mais jamais l'un d'entre nous n'a menacé qui que ce soit avec son couteau, même si on s'embrouillait parfois. Mais le couteau restait l'essentiel du temps dans la boîte à pêche. Le port du couteau est pourtant interdit pour les mineurs, mais ça prouve que même des gamins un minimum éduqués et responsabilisés ne font pas de grosses conneries. D'ailleurs au contraire, faire confiance à un gamin en lui expliquant « je t'offre ce couteau, ça peut être très dangereux »,
Tu peux te blesser avec et blesser voire tuer quelqu'un, alors sois digne de cette confiance, et faisant un bon usage fait aussi partie d'un processus d'éducation, ou je préfère dire de transmission. Bien entendu, je ne vais pas dire qu'il faut que les gosses amènent un couteau en classe, mais pourquoi ne pas confier aux instituts ou profs la mission de présenter l'outil couteau et en expliquer le bon usage? Un cours de responsabilisation, ça peut avoir du bon. Je déteste ce qui tend à l'infantilisation des citoyens. Je pense qu'avant d'interdire, il faut revaloriser le sens civique, que les individus d'une société aient la notion de ce qui est bien, de ce qui est juste. Malheureusement, il y a tant de dérives sur le plan moral et beaucoup de politiciens censés être exemplaires ne sont plus crédibles à force de mensonges, de compromissions et de manque d'honneur, donc forcément, ça s'en ressent sur la société elle-même. Maintenant, pour conclure cette longue réflexion, je vais vous livrer le fond de ma pensée. Je conçois qu'on puisse interdire le port du couteau dans certains lieux et zones densément peuplées où il n'a pas d'utilité. Avoir un couteau au cinéma, par exemple, serait inutile et forcément suspect. Donc il est tout à fait normal d'interdire de s'introduire dans certains lieux avec un couteau. Mais encore faudrait-il pouvoir détecter le couteau à l'entrée. Je considère aussi qu'un couteau n'est pas un bon moyen de défense et qu'il y a beaucoup de risques de blessures voire de mort si ça vire à une bagarre, autrement dit un combat rapproché, l'arme pouvant être retournée contre soi. Et porter des coups de couteau, c'est prendre le risque de blesser grièvement et tuer. En arriver à une telle extrémité doit être aussi dur à assumer psychologiquement. Se battre au couteau, c'est se porter des coups à tour de rôle et c'est finalement suicidaire. C'est pour ça que si un agresseur menace avec un couteau, si ses opposants sortent également un couteau, dans un cadre de légitime défense, il sait que s'il tente de porter des coups, il met aussi sa vie en jeu. Ça peut être particulièrement dissuasif si toutefois on n'a pas affaire à un kamikaze prêt à mourir. Mais même si c'est le cas, ça peut permettre à ceux qui sont attaqués de le neutraliser. En cas d'attaque, on va chercher à sauver sa vie, et pour ça tous les moyens sont bons. Mais quoi qu'il en soit, en l'état actuel des choses, porter un couteau pour se défendre n'est pas autorisé par la loi. Il y a cependant des moyens sans risque létaux, plus ou moins efficaces, pour tenter de neutraliser un agresseur, les aérosols incapacitants, les lampes tactiques qui aveuglent. Si certains semblent très préoccupés par leur sécurité et leur autodéfense, c'est probablement parce qu'ils sont amenés à passer par des zones mal fréquentées, appelées zones de non-droit. Beaucoup n'ont hélas pas le choix de vivre ailleurs que dans des endroits où la délinquance est omniprésente. Et même sans ça, on peut être agressé en de multiples lieux, pas forcément prévisibles. Un article du Midi Libre relate que 2 amis randonneurs se seraient fait agresser de nuit au couteau dans le massif du Beaufortin. Un individu aurait transpercé leur tente et pris la fuite suite à leurs cris. On ne serait donc plus tranquille et en sécurité nulle part, même en montagne. Enfin, gardons la tête froide, ces événements restent extrêmement rares. Il ne faut pas céder à la psychose. Mais quelles solutions sont offertes à ces gens qui se sentent menacés? Une présence policière ou des moyens d'autodéfense? Mais rien ne garantit que ce sera efficace. Cette vidéo sera peut-être celle qui va clore le chapitre de ma série sur la législation. Je trouvais nécessaire d'en parler car je trouve qu'actuellement on a tendance à trop vite incriminer et faire des procès d'intention. Comme des dizaines de milliers de personnes, j'ai toujours eu des couteaux depuis ma jeunesse, je n'ai jamais fait de mal à qui que ce soit avec, en dehors de quelques coupures sur mes propres doigts. Je pense que la solution n'est pas d'interdire, mais passe avant tout par restaurer certaines valeurs. Ce sont les bases du respect et de la vie en société. Même quand on est sauvage, solitaire, on doit pouvoir en comprendre l'importance. Voici également quelques propositions de solutions autres que l'interdiction pure et simple. Si très peu d'entre nous ont besoin de porter un couteau dans un environnement urbain, il peut y avoir des exceptions. On pourrait donc imaginer que l'État délivre des autorisations de port du couteau pour certaines professions afin de leur éviter des problèmes en cas de contrôle. Dans ma précédente vidéo sur le sujet, j'envisageais la solution de la déclaration sur Internet, comme pour l'utilisation des drones. C'est simple, rapide, transparent, et ce serait finalement un bon compromis. Le citoyen se déclare sur un site internet gouvernemental porteur d'un couteau pour X raisons, et en cas de contrôle, ça facilite ainsi l'interprétation de ses intentions. Admettons qu'on opte pour cette solution de la déclaration durant une période d'essai de 3 ans, ça permettrait de recenser combien de citoyens portent un couteau dans l'espace public, tout en essayant de mesurer si les crimes au couteau augmentent, restent stables ou au contraire diminuent. D'où l'intérêt d'avoir des statistiques fiables sur les crimes. Admettons qu'après 3 ans, 500 000 citoyens aient déclaré porter un couteau, ça prouverait que l'outil n'est pas en cause. C'est bien le comportement des gens qui fait du couteau une arme, et donc si les citoyens sont responsables, ce qui changerait ainsi la perception des choses. Pour réglementer certaines pratiques, on peut aussi proposer des normes. Il y a des normes pour moins polluer, pour accroître la sécurité avec des vitesses limitées, mais aussi des normes pour certains équipements, produits qui doivent répondre à certaines exigences et obtenir des homologations. On pourrait donc imaginer une norme pour autoriser des couteaux spécifiques au milieu urbain. Les fabricants et commerçants pourraient ainsi vendre des couteaux homologués pour la ville, par exemple des couteaux dont la pointe serait faiblement pénétrante, peu dangereuse, et avec une longueur de tranchant limitée. En gros, un couteau qui permettrait essentiellement d'effectuer des tâches courantes en milieu urbain, comme ouvrir des colis, des emballages, sans être particulièrement dangereux. Même si cela se fait généralement au sein du bureau, à domicile et pas en pleine rue.
Ce que je trouve étonnant, c'est la réglementation qui autorise d'avoir un couteau dont la lame n'excède pas 6 cm dans les avions. Si c'est autorisé dans une cabine d'avion où il n'y a pas de policiers et de moyens de s'échapper, ça devrait l'être aussi en ville si on veut rester cohérent. Il serait aussi opportun que l'État, sans forcément dresser une liste exhaustive des motifs légitimes à porter un couteau, apporte quelques précisions sur ce qui peut être considéré comme motif légitime, par exemple pour la pratique de certaines activités et loisirs. On pourrait aussi imaginer une carte précise, comme pour les drones, de zones réglementaires. Par exemple les milieux ruraux, montagneux, forestiers, où le port du couteau serait autorisé, et des zones d'interdiction comme en centre-ville. Il suffirait de consulter la carte. Tout cela revient quand même à faire compliqué plutôt que simple. Subir des désagréments et des restrictions à cause d'une minorité d'individus malveillants est hélas devenu une habitude. L'objectif d'une bonne réglementation serait de permettre à l'honnête citoyen adulte qui fait une balade avec son couteau de poche, car il estime qu'il en aura peut-être besoin, de la faire en toute quiétude, sans risque d'être considéré comme un délinquant et condamné à tort. Voilà, j'espère que cette longue vidéo aura contribué à amener à réfléchir sur la législation concernant les couteaux et la façon de la faire peut-être évoluer pour qu'elle soit la mieux adaptée pour tous, tout en optimisant la sécurité dans l'espace public, sans pour autant toujours tout interdire. Et surtout redorer le blason du couteau, dont l'image est pas mal ternie depuis quelques années. Vous serez peut-être d'accord sur certains points et pas avec d'autres, donc n'hésitez pas à faire part de vos remarques et avis dans les commentaires. Je vous dis à bientôt, et d'ici là, portez-vous bien.